On va commencer rapidement en parlant de Mouchouanipi. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir quelques photos. Puis ensuite, Olivier qui a guidé cet été, il va pouvoir aussi nous partager un peu son senti. Il va pouvoir nous dire un peu plus sur les niveaux, sur l'ambiance de l'endroit. Donc, juste un instant, je sais voir pourquoi je ne vois pas mon PowerPoint. Mais Oli, tu veux te présenter entre-temps pendant que j'ouvre mon PowerPoint? Oui, oui, parfait. Ben, c'est ça, comme Mariana le disait, j'ai guidé le voyage, la dernière édition qu'on a faite au Mchonipi. J'avais travaillé déjà, préalablement beaucoup dans le Nunavik, là, avec les parcs Nunavik et un petit peu plus au nord. Et puis, c'était une première pour moi aussi l'année dernière, parce que, bon, on n'a pas beaucoup d'éditions non plus du Mouchouanipi. On l'a fait quelques fois dans cette formule-là. Et c'est ça, dans le fond. Puis c'est toujours un peu, je dirais, c'est toujours un petit peu une expérience, euh, en fait, on n'a jamais comme un tracé officiel, donc on y va selon la météo et puis un peu selon notre feeling au guide, parce que dans le fond, il n'y a pas c'est pas un endroit où il y a des sentiers tracés. Donc, selon comment on le sent, selon la météo, selon comment va le groupe, on va faire des itinéraires en conséquence de ça. C'est vraiment de l'orientation là, pure et dure. Dans le fond, on va explorer le territoire. Il n'y a pas de sentier, c'est pas des randonnées qui sont difficiles, mais en fait, c'est des randonnées qui sont difficiles, mais on les raccourcit. Donc, au lieu de faire 15-20 km dans la journée sur un sentier, on n'a pas de sentier, fait qu'on va faire beaucoup moins de distance. Puis on prend le temps vraiment d'explorer parce qu'on est vraiment dans une nature super sauvage avec des traces d'animaux partout. On peut voir des animaux aussi. Et puis, il y a aussi l'aspect expédition et camping qui fait en sorte que ben, il faut se gérer dans notre tente de camping, il faut se gérer au niveau de la nourriture, préparation de la nourriture dans la tente et tout ça. On est vraiment en mode expédition. Donc, ça fait en sorte que on n'est pas sur des grosses randonnées, mais c'est plus toute la vie autour du camp qui prend qui prend cette importance-là. Là, vous voyez les canaux sur les photos, ce n'est pas une expédition de canaux. Il ne faut juste pas se tromper là-dessus. C'est juste qu'on s'est servi des canaux comme on sert un peu des raftings euh, avec la corporation Mouchonipi pour se faire des. Ben là, c'est vraiment pour faire des micro-déplacements. Là, on traversait des petits ruisseaux avec ça. Là. Même pas la rivière. Là, c'était vraiment juste pour accéder à certaines randonnées plus facilement. Je ne sais pas si tu avais des choses à dire. Là. On voit aussi du thé Labrador, donc c'est bien ça, hein? Qu'est-ce qu'on voit Oui, dans le oui, c'était chevron, là? un petit thé du Labrador. Pas le petit thé, le thé du Labrador qu'on avait fait en infusion. Euh, et puis, comme je vous dis, même si on ne voit pas d'animaux dans une journée, on voit des traces partout. On a vu des bois de caribou, des traces de caribou à tous les jours. Fait qu'on était vraiment en fait, on était carrément dans leur sentier parce que les gens ne revenaient pas. Des fois, ils me disaient, mais c'est un sentier de randonnée ici. Et non, c'est vraiment un sentier de caribou utilisé par les caribous et par les ours. Donc, on est vraiment dans leur milieu, dans leur territoire. Puis c'est ça qui est impressionnant, là. C'est ça qui est Hmm. agréable aussi. On voit beaucoup de photos aussi dans la nourriture. Donc, tu parlais au début, là, c'est une expédition. Donc, il y a toute une logistique là-dessus. On voit la grosse tente. Donc, c'est une tente qui nous permet d'être à l'abri si ça se peut qu'il peut pleuvoir. On est on est au-delà du 56 parallèle. Donc, quelle sorte de température que souvent, c'est des questions qui nous posent là. Qu'est-ce qu'on va voir la mouche? Est-ce que vous avez eu beaucoup de froid, pas de froid? Est-ce qu'on utilise beaucoup la tente? On peut manger dehors? C'était quoi l'ambiance, par exemple, cet été? Euh, ben, en fait, moins il fait froid, plus il y a de mouches. Fait que rien n'est parfait. Mais quand il fait. Bon, il y a toujours quand même beaucoup de vent là, sur le côté de la rivière, donc c'était quand même très supportable. On utilisait la tente pour manger le soir, généralement le midi, quand on était sur place. Ça dépendait des randonnées qu'on faisait. Quand on soupait plus tôt, quand on était sur place le midi, on mangeait dehors. Là, on a vraiment des camps. Bon, là, on voit vraiment la pyramide de sable, le premier camp où on est dans le sable carrément. Donc, c'est vraiment une superbe plage avec superbe vue. Donc, c'est intéressant de manger sur la plage.
Les soirs, on faisait des feux aussi, puis on mangeait dehors autour du feu. Non, c'était très agréable. On a eu une température plutôt chaude, plus chaude que la moyenne là, pour ce temps-là de l'année. La température a vraiment chuté drastiquement durant la deuxième semaine, là. Mais la première semaine, il a fait beau chaud. Bon, il y avait de la mouche noire aussi à ce moment-là. Là. Ça, c'est comme un peu inévitable. Mais à cause du vent, on s'en sortait quand même assez bien. Donc, sur les randonnées, on s'en va toujours vers les hauts plateaux. On n'essaie jamais, on va traverser des petits boisés, de la petite brousse, puis après ça, on arrive sur les hauts plateaux où c'est rocheux et toundra. En général, à ces endroits-là, il n'y a pas de moustiques, puis c'est bien ventu aussi. Donc, ça supportait très bien. Les nuits sont fraîches, ça peut geler la nuit aussi. Ça, ça a gelé aussi quelques nuits vers la fin du voyage. Mais on prévoit autour de 0 la nuit, puis entre 10 et 20 le jour, à peu près. Hmm. Parfait, merci. Puis là, justement, on voit bien qu'il y a une carte, une boussole. Donc, en effet, on n'est pas dans un endroit où il y a des sentiers qui sont balisés, qui sont aménagés. C'est la beauté aussi de ces sortes d'expéditions et de voyages, c'est que on a un vaste territoire à explorer. Donc, on est déposé en hydravion, juste pour vous repérer un peu sur le début, la fin du voyage. Donc, on va vous donner rendez-vous à cette île. Puis on finit à cette île. Donc, c'est vraiment tout notre voyage qu'on a créé au Québec. On se disait, on n'a pas l'infrastructure des bus ou autres pour pouvoir déplacer les gens de Montréal ou de Québec. Donc, tu sais, ben, au Québec, normalement, tout le monde a une voiture, une façon de pouvoir se déplacer. Donc, on donne rendez-vous directement, par exemple, dans Mouchouanipi à cette île, quand on fait la descente de la rivière Macpay, ça va être directement à Havre-Saint-Pierre. Donc, ici, c'est de cette île à cette île. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend les trains. On n'avait pas malheureusement des photos des trains. Peut-être un peu plus tard, tu vas nous parler un peu plus du train, là. Mais juste Mhm. pour vous dire, on prend les trains pour nous rendre à Shefferville. Puis, de Shefferville, on prend un hydravion qui nous dépose à la rivière Georges. Puis, de là, en fait, on va avoir 6 jours pour explorer, pour marcher jusqu'au camp on va vous parler aussi, on va voir des photos, un camp qui est comme établi, qui est monté au début de la session, puis à la fin de la session. Puis là, peut-être Gabriel aussi, à la fin, pourrait nous expliquer un peu plus du camp, là, c'est quoi les camps, puis pourquoi là. Et de là, c'est la partie un peu plus culturelle. Donc, évidemment, Caravani, étant donné que c'est une agence, on encourage beaucoup la partie plus randonnée, kayak, descente rivière. Donc, il fallait avoir une partie dans le voyage. Donc, c'est notre premier séjour qu'on est plus en autonomie, en expédition, en exploration, puis à pied. Puis après, on va se poser dans le camp pour pouvoir avoir une partie plus culturelle et d'échange. Donc, on voit justement sur la carte, c'est la rivière, n'est-ce pas, Oli, là? C'est qu'on voit justement au milieu, c'est la rivière Georges. Oui, exactement, qui s'appelle le lac de la Haute-Sauvage à cet endroit-là. Là. C'est l'élargissement de la rivière Georges. En fait, on ne fait pas de l'orientation carte et boussole comme ça. Là. C'était vraiment pour expliquer Mhm. un petit peu mieux comment on fonctionne. On est quand même des tripeux et des formateurs, les guides, beaucoup des formateurs d'orientation carte et boussole. Donc, je sortais la carte parce que c'est plus sympathique. Évidemment, on a tous nos itinéraires qui sont déjà pas mal nos itinéraires. L'option A jusqu'à Z qui sont préétablis là, dans nos têtes et tout ça. Et puis, mais on sait où on va. Puis après ça, ben, c'est le fun de sortir la carte. Là, on avait dépendamment des groupes, puis de la météo, puis si on a le temps, ben, on sort la carte. Puis je montrais comment on fonctionnait aussi justement avec une carte topo standard avec une boussole aussi. Quand on a le temps, c'est vraiment un superbe endroit pour faire de l'orientation. Hmm. Là, vous voyez la partie numéro 2. Il y a vraiment, vraiment deux parties à ce voyage-là. La partie qui est plus comme immersion dans le territoire naturel où on est seul au monde, on est déposé en plein milieu de la rivière. C'est vraiment super. Puis on est en mode expédition caravanier dans nos tentes, la gestion du camp, les petites randonnées comme ça autour. Et puis après ça, on va se faire déplacer en Zodiac par la corporation qui va nous amener à leur camp, qui est plus un super beau camp traditionnel où on va avoir une immersion avec la culture Innu et immersion culturelle et traditionnelle et où un petit peu, on va apprendre l'histoire aussi.
Donc, ça devient super intéressant. Puis là, on est vraiment très aux petits oignons. Là. On dort dans les temps, dans les grands chapiteaux. On a des lits de camp, on mange la nourriture est préparée pour nous dans une grande tente. En tout cas, on est vraiment, vraiment bien. Fait qu'on focus, on va faire peut-être des petits randonnées autour, mais on va avoir beaucoup, beaucoup d'interprétations par Ouais, les guides sur place et tout ça. Donc, exact. c'est ça, ça devient complètement une autre ambiance, complètement différente de ce qu'on a vécu la première semaine. Fait que c'est un voyage en deux étapes, il faut le voir comme ça. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Puis, il faut dire aussi que ce territoire ou cet endroit, une des importances, c'est que les Inuits et les Naskapi du Québec et Labrador s'est rassemblés justement là pour la chasse au caribou. Donc, aussi, c'est aussi un grand site d'archéologie d'importance nationale. Puis, la corporation, justement, est née de là. La corporation, c'est une alliance, dans le fond, puis une collaboration entre Autochtones et Québécois. Il y a Serge, qui est Inou, qui l'a cofondé avec Jean-Philippe, qui est un Québécois. Donc, c'est que la corporation recherche en faisant ça. Puis c'est vraiment d'inviter à la réflexion et à la conversation sur les développements nordiques, sur les relations entre le Québec et les Premières Nations. Gab, peut-être tu pourrais aussi nous parler un peu plus sur cet endroit et sur la corporation Mushwanipi dont tu fais partie, là, tu collabores quand même beaucoup avec eux. Donc, pourquoi là? Qu'est-ce que pour toi ça représente cet endroit? Oui, merci Mariana. Moi, c'est ça, j'ai le privilège là, de faire partie de l'équipe de la corporation du Mouchouanipi depuis 2019. Puis en fait, la première année, moi, j'étais arrivé en canot, donc un petit peu comme vous autres, vous arrivez à pied en faisant de la randonnée. Là, mais moi, j'étais parti de Shefferville. Puis d'abord, là, le mot Mouchouanipi, là, c'est le nom du lac, le lac de la Hutte sauvage, là, qui est finalement un élargissement du fleuve Georges là, sur 90 kilomètres de long. Puis c'est vraiment Mouchou, ça veut dire la toundra, puis Nipi, c'est un lac en été. Puis c'est vraiment l'impression que ça donne quand on arrive à partir du sud, là, en suivant les rivières, on débouche sur le lac de la Hutte sauvage, le Mouchouanipi, puis c'est vraiment la porte de la toundra. Là. Donc vous avez vu les grandes collines de toundra là, qui tombent vers le lac. Il y a des sections du lac un petit peu plus boisées, mais c'est à partir de là qu'on a l'impression vraiment d'entrer là, dans la toundra. Donc, et puis, un peu partout sur le lac, il y a des sites archéologiques et comme on est dans la toundra, ben, tout est à fleur, tu sais, tout est très visible là, finalement. Là. Donc, partout, si au début, ça prend du temps un petit peu peut-être de se faire l'œil, mais euh, partout où vous allez camper le long du lac, sûrement que vous allez installer vos tentes là, aux alentours de vestiges de tentes anciennes aussi. Là, tu sais. Mais cet endroit-là, nous, est-ce qu'on est installé sur le lac, qui est à peu près à moitié chemin là, du lac? C'est donc la pointe Wedge. Et puis, c'est un endroit qui il y a particulièrement une grosse concentration là, de sites archéologiques. Puis, c'est un endroit où ce que les Inuits, mais aussi les Naskapi, puis ce qui est important de dire, c'est les Inuits de différentes bandes ou de différentes communautés. Donc, c'était vraiment un site euh, Mhm. partagé là, à l'époque qui se rassemblaient pour chasser le caribou qui traverse le lac à cet endroit-là. Donc, le chasser à la lance. Puis nous autres, ben, on a décidé d'habiter finalement ce lieu-là encore, mais d'une nouvelle manière. Donc, on essaie de créer des occasions de rencontre entre Québécois et Autochtones. Donc, c'est dans le même esprit un petit peu que les rencontres qui se faisaient là pour la chasse. Puis, finalement, on monte des tentes tu sais, autour de vestiges archéologiques. Fait qu'on a l'impression de faire partie peut-être de l'histoire future, là, tu sais, en tout cas, vraiment d'habiter ce lieu-là d'importance. Là. Ouais. Merci. Puis justement, c'est pas, on veut pas non plus forcer quelque chose dire, ah ben, les jours 1 qu'on arrive au campement, ça va être ça l'activité. On essaie aussi que s'il y a la chasse ou s'il y a la pêche ou s'il faut aider à monter les campements, donc les activités qui vont se faire sur place vont selon qu'est-ce qui passe dans la journée, dans la semaine, dans le campement. Puis ça va, on est dans un environnement sauvage, donc on peut pas savoir à quel moment il va y avoir certaines activités, mais l'idée, c'est que nous, on peut être invités, puis on peut faire partie des activités quotidiennes qui vont se passer au camp. C'est bien ça?
Oui, Ouais, puis tout le monde. c'est très Indian Time là, quand on est là. Donc, Indian Indian time. Time. Et puis, ben, moi, mon rôle sur le site, tu sais, c'est bon, je vais peut-être vous accompagner aussi comme en randonnée ou en canot dans les alentours, mais évidemment, il y a aussi des Inuits qui vont plus vous partager là, la culture. Puis bon, on va aller sur le lac pêcher, mais tout ça, bon, dépend un peu de la météo, mais aussi, tu sais, des fois, c'est un peu. Il ne faut pas avoir trop d'attentes là, sur Exact. un horaire là, très serré. Là, ça va un petit peu selon les opportunités. Là. Puis c'est pas non plus, il faut pas non plus penser que les Inuits, ils vont être tout habillés comme un powwow, puis c'est pas ça non plus. Il faut être comme bien clair que c'est pas non plus l'objectif. Là, on voit autour de la table 12 personnes, donc fait 12 Inuits qui c'est eux qui nous accueillent puis qui ont tellement sont généreux dans leur partage. C'est bien Michel, là? Ouais. Oui, oui. Oui. Il y a Michel puis Serge qui sont avec notre voyageur autour de la table, puis que là, ça part des tout et des rien. Donc, les partages, ça va être comme ça. Donc, j'ai ri un peu, mais pour vrai, j'ai déjà eu comme quelqu'un au téléphone qui me demandait s'il y avait un powwow quand on arrivait au campement. Donc, c'est pas du tout ça. Oui, Oui, puis mais en fait, ce que je dirais, là, moi, je l'ai vu parce que comme j'y vais à chaque année depuis plusieurs années, c'est un peu un processus aussi de réappropriation ou d'apprentissage pour les gens qui vous accueillent. Donc, tu sais, Serge, puis Valérie ou Michel, ou en fait tous les autres Inuits qui sont là, ben, finalement, le fait d'être là puis d'avoir des visiteurs aussi, ben, ça permet un peu pour eux autres de se réapproprier des choses. Puis on apprend un peu à chaque année comme ça. Puis il y a des choses qu'ils ne faisaient pas peut-être il y a quelques années, puis que là, ben, c'est rendu c'est une pratique qu'ils ont repris finalement. Là. Tu sais, je pense à il y a une année, on a tué un ours, puis ça, c'est. Personne ne savait comment, vraiment, c'était un ours à problème sur le campement, puis là, personne ne savait vraiment quoi faire avec ça, mais tu sais, à cette heure, tu sais, si l'année d'après, quand c'est arrivé, ben là, il y a eu, tu sais, on a fait plus d'activités avec parce que là, il y avait quelque chose à partager aussi. Donc, il y a ça. Puis, vous risquez aussi d'être, très probablement, d'être avec d'autres groupes là, sur le site. Là. Je ne connais pas exactement là, l'horaire et tout, mais des fois, on a souvent des jeunes qui viennent de Kawashikamak, des Naskapi, ou différents groupes. Ce n'est pas nécessairement seulement que touristique. Là, des fois, justement, là, donc, quand il y a des jeunes autochtones comme ça ou des aînés qui viennent, des fois, on a des séminaires organisés par l'université. Donc, c'est vraiment un espace de rencontre aussi là, qu'on Exact. crée avec ça. Puis aussi, je veux juste rajouter la participation, comme dans la partie expédition du début, on s'attend à ce que tout le monde participe. Ça fait partie ça fait partie du voyage, là, participer à la nourriture, à monter le camp et tout ça. Mais quand on va arriver sur le site du Mouchouanipi, ça va être la même chose aussi. Ils aiment quand on aide on va amener du bois, on va aider sur des tâches, on va placer les bateaux. Tu sais, on va toujours faire plein de choses pour aider au bon fonctionnement du camp. Puis ça nous permet d'apprendre aussi comment ce camp-là, on apprend de la tradition puis de la culture, mais on apprend aussi comment le camp fonctionne. Puis c'est quoi les Mhm. projets. Je pense qu'ils ont toujours des projets en cours. Fait on peut participer si on a le goût puis qu'on a l'énergie. On a toujours des choses à faire puis des idées à donner aussi. Puis ils sont super ouverts par rapport à ça. Puis je pense que Serge aime ça aussi. Là. Donc, c'est ça, c'est le fun. C'est que ça fait un petit peu plus comme euh, ça fait moins comme une expérience guidée. Je ne sais pas si ça avait été guidé là, dans d'autres voyages internationaux, mais où le guide fait tout, mais là, on participe, on devient plus comme on est sur un camp, puis on fait des choses comme des amis, puis tout ça. C'est vraiment le fun. Ça fait une expérience qui est différente. C'est ça, c'est pas une pourvoirie, en fait, là, le Mouchouanipi. Puis c'est vraiment ça qu'on veut que les gens ils embarquent, tu sais, puis qu'ils participent au campement. En effet. Puis bon, c'est sûr que j'ai choisi la meilleure photo pour la fin. Donc, c'est des questions aussi qui arrivent souvent. Bon, je veux aller au nord, je rêve des aurores boréales. On a eu vous avez eu la chance cet été d'en avoir, mais ça dépend beaucoup de choses. Les aurores boréales, on peut pas les commander à l'avance, là. C'est vraiment, c'est l'activité du soleil qui fait en sorte qu'on peut voir ou pas. Au nord, évidemment, on n'est pas au nord comme quoi, quand on va, par exemple,
exemple au Groenland, qui est en juillet à août, le soleil ne se cache jamais, là, donc on ne peut pas voir les aurores boréales ici. On peut en avoir un peu d'opportunité de les voir, mais c'est sûr qu'on ne peut pas les garantir, mais dans l'été. Puis merci, Oli, tu as pris des super belles photos. On peut apprécier les aurores boréales. Donc, je vais arrêter mon partage. Je vais voir s'il y a des questions sur ces voyages. Il y a des questions? Non, pas dans le chat. Questions et réponses? Non, il n'y en a pas non plus. Donc, qu'est-ce que tu disais, Oli? C'est vrai, dans tout notre voyage expédition, donc on va passer maintenant tranquillement à la Macpay. On aime ça, caravanier. Dans tout notre voyage, on peut pas, les guides ne peuvent pas tout faire, puis on aime bien c'est comme une exigence, si on veut, que les voyageurs, ceux qui participent à l'expédition, doivent donner un coupement. Donc, c'est pas juste, c'est juste pagayer au marché. Il faut garder l'énergie jusqu'à la fin parce qu'il faut monter les campements, démonter les campements, faire la vaisselle, aller faire la corvée d'eau si c'est nécessaire ou autre. Donc, c'est très participatif. Puis, c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre où on est, puis pourquoi certaines choses de logistique. Et on apprend énormément, comme tu disais, Olivier. Donc, c'est deux voyages, en fait, que c'est très participatif. Donc, Mathieu, tu mérites de te présenter? Oui, certainement. Est-ce que tu veux, pendant que je me présente, tu vas te chercher des images de Magpie? Parfait. Yes. Bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous êtes à nous écouter. Merci, Mariana. Mais oui, moi, c'est Mathieu. Je suis un pagayeur de la Macpay, probablement depuis 97 en fait. Fait que ça fait longtemps que je la fais. C'est une rivière que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je ne suis pas originaire de la Côte-Nord, mais je suis arrivé ici justement en 96. Je me suis installé, j'ai fondé famille. Et puis, évidemment, je suis venu sur la Côte-Nord par amour des rivières, par amour du territoire, par amour de la liberté. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux partager. Et puis, la Macpay, ben, c'est une rivière extraordinaire qui vaut la peine d'être vécue au moins une fois dans sa vie. Donc, ce que je vous propose un peu pour la Macpay, c'est rapidement, je peux vous faire un petit topo de comment ça fonctionne, où ce qu'on va, d'où on part, d'où on va atterrir. Euh, et puis, euh, et puis Mariana pourra rajouter aussi des choses parce qu'elle a vécu ce voyage-là. Je me souviens, c'était un très beau voyage avec Mariana. Gabriel participe aussi sur les voyages en tant que transporteur de bagages. Vous allez pouvoir voir là, qu'est-ce que c'est. Vous allez le voir dans les images. Donc, voilà, tout se passe à partir de Havre-Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment, il faut se rendre sur place. Havre-Saint-Pierre se situe à peu près à une douzaine d'heures de route de Montréal. Pour se situer là, sur une carte, c'est vraiment au nord de l'île d'Anticosti, donc sur la côte nord, sur le continent en fait. Fait qu'au nord de l'île d'Anticosti, entre Blanc-Sablon entre Natashquan et Sept-Îles, petit village qui s'appelle Havre-Saint-Pierre. Et c'est de là qu'on part. Le lac des Plaines et le lac d'Hydravion qui va nous mener jusqu'au lac Macpay, fait qu'on parle d'à peu près 45 minutes de vol. Fait que c'est vraiment ça, c'est exactement l'endroit de départ. Donc, on embarque tout dans les avions. Les avions, ça peut transporter, c'est un peu comme si c'était des minibus 15 passagers. Ça peut transporter tout le matériel là, sur 2 ou 3 voyages. Fait qu'on se ramasse tout là dans la première journée au lac. On fait nos premiers préparatifs, embarquer le matériel dans les bateaux, faire les petits cours de sécurité sur le lac. C'est un endroit très sécuritaire pour partir. Et puis, dans certains cas, on va camper au lac. Dans certains cas, on peut partir directement sur la rivière, tout dépendant à quel était notre moment de départ en avion. C'est à partir du moment qu'on embarque dans l'avion, c'est déjà l'aventure. Hein? Fait qu'il faut comprendre qu'on est un peu influencé par la météo.
Les pilotes sont des personnages, font partie aussi là, de cette belle expérience-là. Ils vont nous expliquer pourquoi ils décident de retarder, par exemple, le vol de 2 heures, 3 heures, ou pourquoi on le précipiterait un petit peu plus tôt là, de 1 heure, parce que des fois, il y a des fronts nuageux là, qui peuvent rentrer là, puis qui empêcheraient de faire des vols à vue. Donc voilà, fait que ça nous amène sur le lac, puis tout dépendant à quel moment on va arriver, on va décider de camper là ou pas. Fait que c'est donc déjà l'aventure. Tout le long de la rivière, on va camper à différents endroits. Tu peux rouler les photos, Mariana. Je pense que rapidement, on voit un peu, c'est ça, c'est quoi, à quoi ça peut ressembler, le vol en avion. Ça, c'est différent. Ça, c'est la rivière romaine, là, par exemple. On voit les îles au loin sur cette photo-là. Et puis, c'est une des rivières qui coule le long de la côte nord. Toutes les rivières sont nord-sud, là, fait que on les traverse toutes là, pendant notre vol. Fait que rapidement, là, tu sais, dans les premières journées, on voit rapidement défiler les rapides. La rivière McPail, c'est une rivière, on dirait, de classe 3 à 4. Fait que les rapides sont classés mettons, 1 pour étant les rapides les plus faciles. Et on pourrait dire 5 pour être les rapides les plus difficiles. Fait qu'on parle d'une moyenne de 3 à 4. C'est une rivière qui est profil escalier, c'est-à-dire qu'on parle d'une pente qui est le rapide et puis d'un plat après chaque rapide. Fait que c'est vraiment ça, ça fait que ça donne vraiment une espèce ça donne une possibilité de pouvoir un peu suer entre chaque rapide, de pouvoir essuyer l'eau sur notre visage, là, si on veut, là, puis de prendre son temps, mais en même temps, c'est pas problématique parce que pour pagayer, parce que le courant va nous pousser là, dans l'autre rapide. Fait qu'il y a quand même assez de courant dans la rivière. Il n'y a pas vraiment de lac sur le long de la rivière. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on peut aborder cette rivière-là dans un bateau de rafting. On n'a pas comme 10 km à pagayer, là, c'est des plats entre chaque rapide. Fait que, plus tôt, je vous ai parlé de Gabriel là, qui faisait ça là, aussi. Là. Fait que dans certains cas, Gabriel va transporter les bagages comme ça. Fait que sur ce type de voyage-là, on a des bateaux des bateaux fonctionnels qui vont transporter du matériel. Et puis, on a des bateaux de pagayeurs. Fait que dans notre cas, c'est des bateaux rafting 14 pieds. Fait que lui, c'en est un. Avec Eric à la barre, on a vraiment 14 pieds, c'est 6 passagers. Et puis, ça devient à ce moment-là les bateaux très performants parce qu'ils sont tout à fait légers. Fait qu'ils flottent très haut sur l'eau. Et puis, 14 pieds, c'est la longueur des bateaux là, qui sont utilisés en compétition, là, par exemple. Là. C'est une idée qui reste comme très, très, très manœuvrable. Et puis, ils nous permettent là, vraiment pas juste de faire comme juste une expédition où ce qu'on serait lourd. Ça, non, on a vraiment du fun, puis c'est performant sur la rivière. Fait que donc, à partir du jour 1, où ce qu'on n'est pas nécessairement tous habiles, bien là, on va arriver là, qu'on va devenir une équipe très forte et puis on va être capable de se déplacer dans la rivière, puis pas juste faire des lignes droites, puis juste descendre, parce que la plupart des rapides, la réalité, c'est qu'on pourrait juste comme se laisser aller à peu près dans la veine du centre. Il n'y a pas de roche, c'est pas difficile, c'est pas dangereux. Mais là, ça nous permet, par exemple, de passer du côté droit à la rivière complètement au côté gauche en faisant des manœuvres et puis d'aller faire ce qu'on appelle des arrêts contre courant. C'est des arrêts, là, par exemple, en plein milieu d'un rapide. Fait que ça devient comme même challengeant. Là. Fait que même si ce n'est pas nécessairement le but de la descente, là, d'aller absolument chercher comme de l'adrénaline, mais on en a, c'est le fun. Mais ça reste aussi qu'on fait ça dans ce milieu-là parce que c'est un endroit qui est exceptionnel. C'est une vallée glaciaire très paysagère, là, je pourrais dire, là, qui est spectaculaire. Et puis, donc, évidemment, on l'oublie quand on est dans un milieu d'un rapide, mais aussitôt qu'on sort du rapide, ben, les montagnes s'ouvrent à nous, les falaises, c'est de toute beauté. C'est un endroit qui est tout à fait naturel, euh, qui permet de arrêter un peu partout. Dans chaque rapide, on peut jeter la ligne à l'eau pour aller chercher une truite, chercher le repas du souper.
Là, il y en a qui m'ont même Puis demandé, là, est-ce que ça a été pêché dans la rivière là, ou dans le lac? Non, ça, on a fait pour ça, c'est pour le homard, on a eu, on fait une petite exception. Donc, ça, on amène ça directement dans Saint-Pierre. Fait qu'on part directement avec la boîte pleine de homards. On embarque ça directement dans l'avion, puis on mange ça sur place, tu sais, en arrivant au lac. Fait que le voyage est aussi parsemé de ça, tu sais, plein de nourriture du terroir. Fait que c'est ça, hein, c'est le homard qu'on va manger là. Finalement, il est pêché directement. Ici, là, on est à Saint-Pierre, présentement, là, à côté du. L'été, là, c'est rempli de bateaux ici, là, dans la marina en arrière. Puis le homard, il est pêché dans les îles à côté. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, on partage ça, on partage vraiment le terroir nord-côtier. Par exemple, le flétan, on va pouvoir le manger, le goûter. C'est très rare de goûter du flétan là, dans les restaurants, mais là, nous autres, on l'offre là, directement sur le bord de la rivière. Écoute, je pense à les Max de Stimson qu'on va manger. On peut manger. Bref, chaque soir est une découverte là, tu sais, culinaire. Puis à travers ça, bien, on va sur la rivière, bien, évidemment on va pas hésiter à ramasser des champignons pour agrémenter le repas du soir, aller chercher des petits fruits pour se faire une salade de graines rouges, l'érel Vingsida ou de bleuets avec les jeunes pousses de sapin comme épices. Fait Mm. que c'est vraiment comme on est vraiment là-dedans dans cette dynamique-là tout le temps. Fait que c'est pour ça que le voyage, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais je le dis, c'est une distance de 55 kilomètres peut-être. Euh, qui pourrait être faite là, pratiquement si on se dépêchait, on pourrait le faire en une journée et demie là, ou 2 jours. Mais là, on prend le temps. Fait que vraiment, quand on prend 6 jours de descente, 7 jours complets, là, incluant les transports, ça nous laisse vraiment le temps, justement, à essayer de s'arrêter assez tôt dans l'après-midi pour pouvoir se sécher, pour monter le campement, mais aussi pour pouvoir cuisiner, de pouvoir aller cueillir, de pouvoir aller faire des randonnées dans la montagne. Fait que sur certains endroits, à des sites de campement, on a développé des randonnées qui nous permettent d'accéder à des points de vue, à des sommets, puis avec des points de vue extraordinaires sur la rivière. Donc c'est aussi le rythme là, qu'on veut donner. Sur 7 jours, avec les voyages caravaniers, on l'a fait à tous les voyages. Évidemment que ça peut changer parce qu'on est vraiment dans un mode aventure, mais on a souvent 2 jours au même endroit. Donc, on va arriver, puis on va, au lieu de faire notre campement un soir, on va rester là complètement, puis on fait des randonnées autour. On fait aussi une petite randonnée canyoning, là, par exemple, de monter une rivière à cascade. Euh, et puis aller se baigner là, dans les petits bassins là, de chacun de la rivière à cascade, puis la petite chute. Là. Fait que c'est vraiment ça le rythme là, qu'on essaie de donner à la rivière. On Mm. voit Christophe là, qui est en train de fouiller pour les Ouais. champs dans la Puis il faut mousse. dire aussi que ben, vous êtes dans un territoire quand même encore très sauvage avec les années, des endroits qui ont été plus ou moins aménagés. Puis quand je parle d'aménager, c'est comme il y a assez d'espace pour monter les tentes, là, mais on reste vraiment dans des paysages comme ça avec la mousse, avec la forêt. Donc, c'est vraiment, quand on parlait tantôt des marchés, ben, les campements en bas, puis là, on peut décider d'aller comme un peu découvrir, mais on n'a pas de sentier à suivre. Là. On essaie de nous se faire un petit chemin pour monter le plus haut possible, puis avoir un super bel point de vue. Donc, c'est vraiment important de savoir que c'est pas la CEPAC ou le Parc Canada avec, on arrive puis une belle plateforme avec une bécasse, là, on n'est pas là. Justement, Mathieu, tu peux nous raconter un peu comment est-ce que vous choisissez les campements? C'est quoi, mettons, c'est quoi les critères et parce que je sais que tu as participé beaucoup tu sais, à justement aménager certains endroits pour pouvoir accueillir des groupes, donc pouvoir faire découvrir cette belle rivière de cette façon. Oui, tout à fait. Ici, en Méganie, en fait, on a un petit club là, qui est vraiment pris d'affection à la rivière. Puis depuis, je dirais que c'est les années 2005 peut-être, puisque ça s'est vraiment concrétisé plus officiellement. On a commencé à faire des corvées annuelles sur la rivière, fait que développer les campements justement pour améliorer un peu. La rivière McPaul, il faut comprendre que
c'est pas nécessairement une rivière avec des immenses plages de sable là, qui vont permettre des campements à pu finir, puis que c'est facile. Euh, le, le- le fait d'avoir une rivière qui est très dynamique, qui coule beaucoup, mais il y a peu de sédiments qui vont se déposer finalement. C'est pas comme s'il y avait des grands lacs, puis là, ça permettrait le dépôt des sédiments. Là, les sédiments, ils poussent puis ils coulent là, dans la rivière. Fait que c'est pour ça que ça prend ça prend de l'aménagement un peu. Fait que ça a été fait là, depuis 2005. Fait que on campait vraiment très difficilement en 2005, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile, là, justement, de le faire. Fait qu'on on est capable d'accueillir là, des groupes facilement, là, tu sais, jusqu'à 16, 18 personnes en tout. Là, puis on est très confortable, mais il faut comprendre, ça reste quand même un voyage, c'est pas la CEPAC, ça reste un voyage d'aventure, puis c'est pas des plateformes de bois toutes droites. Fait que dans certains cas, par exemple, sur les sites de campement, ben, on utilise, on a avec le temps, tu sais, laissé des petits râteaux sur place, puis des petites pelles. Là. Fait que dans certains cas, ben, il faut même gratter un peu là, notre sol là, pour l'aménager, puis avoir un. Fait que si vous avez besoin d'avoir ce niveau d'engagement-là, là. Quand vous venez faire la rivière, ça veut dire que, évidemment, les encadreurs, les guides ne peuvent pas comme monter les tentes de tout le monde, mais tout le monde doit monter sa tente. Tout le monde fait partie du voyage, de l'aventure. Puis c'est ça aussi qui donne satisfaction là, quand on participe là, au voyage. Là, ouais. Voilà. Donc, je souligne aussi qu'il y a une partie moi, j'ai énormément appris. J'adore, j'ai fait beaucoup de kayak, la mer, mais la rivière, je dirais que c'était comme peut-être ma troisième expérience que j'avais de descendre en rivière en rafting. Puis c'était la première que les guides, puis l'équipe prenaient vraiment le temps de nous montrer, OK, bah, venez, on va étudier, on va lire un peu la rivière. Ils nous partagent tellement ça. Pour moi, c'était précieux de comprendre, OK, ben, ils ont choisi cette ligne, ont décidé de faire de cette façon parce qu'il y a ça. Donc, ça, honnêtement, j'ai trouvé ça fascinant de cette approche des partages, plus de regarder moi, je connais tout, que parfois dans certains guides, il peut y avoir cette arrogance. Bah, je peux vous dire que l'équipe Norjac n'a pas cette arrogance, pas en tout. Oui, bien, tout à fait. Puis ça, Mariana, tu le soulignes, mais c'est par le fait qu'on se donne du temps sur la rivière. C'est ça qui nous permet justement de pas. On arrive on peut à chaque rapide s'arrêter et d'aller le voir. Fait que là, ça amène toute une compréhension. Puis ce que tu dis, Marina, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui me l'ont souvent souligné. C'est comme si c'était une éducation rapide. C'est un jeu de mots, là, une éducation rapide, mais sur la rivière, ça veut dire que les gens, même si c'est pas un stage, mais veut pas, il y a plein de choses qui sont enregistrées. Puis il y a des gens, hey, j'aurais jamais pensé qu'un bateau aurait pu passer dans un rapide comme ça. Puis là, en expliquant clairement, mais non, mais il n'y en a pas de roche, ça c'est une vague, ça c'est une vague, en dessous, il y a une roche, ça c'est une vague, et qu'on explique ces choses-là. Fait que là, on cherche aussi à démocratiser ça. C'est rien de compliqué. Fait qu'il faut juste être à l'aise dans ce milieu-là. Là, par exemple, on le voit ici. Là, tu sais, fait que ça, c'est une belle photo là, qui montre un peu. C'est quand quelqu'un est en train de faire une manœuvre, par exemple, puis il faut le tenir, une manœuvre de cordelle, par exemple. Bon, ben là, c'est un peu une blague, là, tout le monde se tient, là, mais en fait, tu sais, qu'il y a deux personnes, là, par exemple, qui aideraient à tenir la personne qui fait la manœuvre de cordelle, par exemple. Exact. Donc, il y a des endroits que, oui, on va devoir on va devoir sortir de notre rafte, puis peut-être, là, il y a le cataracte qui peut passer, nous, on doit marcher. Donc, il y a une partie aussi qu'on va devoir sortir un peu de notre rafte pour pouvoir longer la rivière. C'est pas normalement beaucoup de distance, mais il faut savoir il faut être prêt aussi à cette partie. Puis on peut parler un peu de matériel, qu'est-ce que c'est fourni, Matt? Peut-être
peut-être c'est un bon moment de parler de ça. Donc, ici, on voit les cataractes. Donc, c'est celui qui va être très chargé avec tout l'équipement. Puis nous, en fait, on est, comme on est habillé, ben là, on voit les participants. Donc, il faut avoir des bons souliers qui peut se mouiller, là, qui ont une bonne semelle parce que souvent, on va devoir donner un coupement, puis on va devoir marcher dans les roches. Donc, on ne veut pas que ça glisse. Puis on fournit, on l'a vu dans certaines autres photos, il y a les wetsuits qui c'est fourni avec les casques. Donc, tous les matériels qui sont de sécurité nautique, c'est fourni dans le voyage. Oui, tout à fait. Donc, c'est grosso modo, quand on vient faire un voyage comme ça, ben, c'est un peu le même équipement que si on irait faire une randonnée pédestre. C'est-à-dire, on a un équipement des vêtements de jour, des vêtements pour dormir, puis ce qu'on appellerait les vêtements, ou je dirais plutôt des vêtements de soir, des vêtements après pour dormir, mais ce que j'appellerais comme les vêtements de jour, finalement, c'est le wetsuit qui vous est prêté. Puis en fait, pour mettre son équipement personnel, c'est-à-dire sac de couchage, la tente qui vous serait prêtée, où vous pourrez toujours apporter votre tente puis votre tapis de sol. Mais ça, on prête des grands sacs au sec. Fait que c'est des sacs de 110 litres qui permettent de mettre tout le matériel dedans. Fait que c'est roulé sur le dessus du sac. Puis en étant clippé, roulé, c'est complètement étanche. C'est un matériel PVC. Fait que ça, 110 litres pour deux, tu sais, c'est comme des randonnées pédestres. Des fois, je pense que quand on a 80 litres, là, on a peut-être beaucoup de matériel, là, mais c'est ça, 110 litres, ça laisse quand même beaucoup de place. Là, fait que on essaie de se maintenir à ça ou peut-être un petit peu plus qu'une randonnée pédestre. Fait que c'est à peu près ça, là, le matériel personnel qu'on apporte, plus les chaussures, comme disait Mariana, mais le reste est tout fourni. Ouais. Merci. Puis Gab, peut-être pour finir, toi qui habites dans la côte nord, pour vous, là, qu'est-ce qui représente la Macpay? Pourquoi, tu sais, pourquoi y aller là? Puis aussi, c'est ça, ces deux questions déjà sont des bonnes questions. Oui, oui. Ouais. Ben, moi, justement, j'habite au village de Macpail, parce qu'il y a un village à l'embouchure, un petit peu à l'ouest de l'embouchure de la rivière. Fait que je connais très bien, moi, la fin de la rivière, là, on la côtoie beaucoup. Puis, mais je vous dirais, moi, ce que j'ai remarqué, moi, je suis arrivé plus récemment là, que Mathieu en Mingani, là, ça fait 6 ans. Mais ce que j'ai remarqué vraiment, c'est qu'on est présentement, puis depuis quelques années, en fait, on est vraiment dans la période un peu post-construction de la rivière, des barrages de la Romaine. Donc, juste pour vous rappeler, là, la Romaine, là, qui est la rivière qui coule le plus près d'Havre-Saint-Pierre, là, il y a eu 4 barrages là, donc, cette rivière-là, il y a eu 4 barrages d'aménager le long de la rivière. Puis c'est un petit peu, en fait, en réaction à ça, où il y avait déjà un intérêt pour protéger la MACPAI, mais on s'est rendu compte, en fait, je pense, avec la Romaine, qu'est-ce qu'on a perdu aussi. Hein, vraiment, c'est un sacrifice qu'on a fait. Puis c'est ça, on en profite aussi, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une valeur à garder des rivières dans notre région qui n'étaient pas seulement des aménagements hydroélectriques. Là. Donc, c'est un peu ça. La MACPA est beaucoup moins grosse que la Romaine en termes de bassin versant ou de débit. La Romaine, c'est vraiment une très grande rivière, mais c'est une rivière qui serait facilement accessible là, pour des barrages. Puis en fait, il y en a un à l'embouchure. Là. C'est une centrale privée qui ne crée pas de réservoir, mais facilement, on pourrait voir d'autres rapides là, sur le cours de cette rivière-là. Là. Donc, c'est un peu ça. En fait, c'est rendu quelque part un peu une espèce en voie de disparition, là, des rivières sauvages comme ça qui coulent sur cette distance-là. Puis, bon, pour les gens qui veulent y aller pour faire du kayak, c'est vraiment une rivière là, exceptionnelle aussi. Là. Ouais, Ouais. j'espère qu'on on fera pas les expéditions de la dernière chance. Là, fait qu'on souhaite toujours que ça va être pour longtemps puis qu'on va pouvoir que plusieurs personnes vont pouvoir vivre ça une fois dans leur vie. La Macpay, tu sais, faut comprendre que c'est une rivière qui puis selon des études qu'on avait faites faire par l'Université du Québec à Chicoutimi, entre autres, ben, la Macpay est classée deuxième rivière des deux Amériques pour la longue descente d'expédition en rivière d'eau vive.
Donc, pour ceux qui connaissent le Grand Canyon du Colorado, qui est hyper populaire, qui est connu partout à travers la planète, il est classé 8e dans ce palmarès-là, là, 8e sur 10. La Magpie est 2e après le Futaleufú au Chili. Fait que c'est quand même majeur, c'est incroyable. On ne le savait pas en 2005 quand on pagayait dessus, puis c'était la rivière qui était en arrière de chez nous. C'était la rivière qu'on allait tu sais, quelques fois par année, puis on se sentait vraiment chanceux, mais sans vraiment calculer notre chance. Mais là, plus ça va, plus la notoriété de la Magpie se fait, plus on se rend compte, wow, c'est quand même extraordinaire de Hmm. pouvoir vivre ça en tant que Méganien, mais même en tant que là, maintenant, en tant que Québécois, puis en tant que Nord-Américain, ça va devenir comme rare de pouvoir profiter de rivières aussi sauvages, puis de pouvoir juste prendre sa tasse, puis la tremper dans l'eau, puis boire directement l'eau de la rivière. C'est plus partout qu'on peut faire ça. Dans un cadre aussi majestueux, dans une rivière Hmm. aussi tumultueuse, c'est rempli de truites, on voit les truites sauter, c'est quand même incroyable. Fait que, on le vit, on peut encore le vivre, on a encore cette chance-là. Puis je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça au moins une fois dans sa vie. Ouais, puis en allant, en fait, aussi, on démontre qu'il peut avoir un autre, c'est comme vous disiez, un autre futur, la rivière peut être utilisée aussi d'une autre façon, puis on encourage, dans le fond, d'une façon positive en allant, puis en encourageant ces sortes de projets, ces sortes de voyages. Donc, je dis souvent, parfois, on veut sortir notre passeport pour aller à la découverte quand il y a encore beaucoup à découvrir ici, puis grâce à vous, là, puis grâce à Serge et Jean-Philippe, vous nous permettez, parce que c'est des logistiques compliquées, c'est pas tout le monde qui connaît comment naviguer dans une rivière, la logistique est hyper complexe, donc grâce à des gens comme vous, des courageux, là, ça nous permet d'aller dans la rencontre profonde de ces territoires, puis bon, nous, Caravani, on est là pour aussi essayer de tenir tout ça ensemble. Donc je vous remercie de m'avoir accompagné. J'ai pas beaucoup de questions ici, juste des gens qui partent. Donc, vous pouvez bien évidemment regarder en rediffusion la conférence. Ça va être souvent aussi, on la met sur YouTube. Puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Donc, je vous remercie de votre temps. Merci, Matt, Gab, de vos partages. Puis les dates sont bientôt en ligne sur nos sites Internet. Donc, contactez-nous. Souvent, c'est en septembre qu'on fait la rivière de la Magpie, puis fin août pour les Mouchouanipi. Donc, les dates seront bientôt en ligne. Merci et bonne fin de journée à tout le monde. Salut, Merci. Mariana. Au revoir. Salut tout le monde.